C'est l'heure de Faubourg, le podcast qui donne de la voix à la rue. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. de demander à l'Assemblée nationale Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. l'abolition de la peine de mort en France. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides. C'est donc incontestablement un texte généreux que vous avez voté aujourd'hui et nous vous en savons définitivement gré. Faubourg, c'est le nouveau podcast qui humblement va rencontrer ceux qui façonnent notre quotidien. Faubourg, ce sont des interviews, des mises en lumière, des reportages de terrain. C'est un micro et un seul. C'est une voix, la mienne, et celle de ceux que je rencontrerai. Faubourg, c'est une rencontre instantanée, un média nomade qui fait fi des origines, des genres et des classes, mais qui tentera d'élever des petites gens du quotidien, comme des grands humains qui méritent un autre destin. Faubourg, ce n'est pas écouter, mais c'est entendre. C'est comprendre, c'est partager, c'est mettre une voix, là parfois il n'y en a pas. Je m'appelle Antoine, j'ai 22 ans, et vous écoutez Faubourg. Dans ce premier épisode de Faubourg, nous partons à la rencontre de ceux pour qui la rue est vraiment un quotidien. Certains la connaissent, la côtoient, et d'autres y passent leur journée, voire leur nuit. Aujourd'hui, on va parler du sans-abrisme. À Toulouse, nombreux sont ceux qui œuvrent en faveur des personnes isolées. Depuis quelques années, Toulouse est devenue une ville de passage pour les personnes venant d'Afrique et d'Asie, passées par la Méditerranée et par le détroit de Gibraltar. À ces personnes en grande détresse s'ajoutent les sans-abri sédentaires, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui sont rejetés par leur famille, ou ceux qui sont tout simplement seuls. Mais combien sont-ils ? En France, il n'existe aucune statistique actuelle sur le nombre de sans-abri. Difficile de les comptabiliser, mais facile alors de les oublier. En 2012, l'INSEE estimait qu'il y avait 141 000 sans-abri en France. L'arrivée des réfugiés en 2015 n'a pas fait baisser ce chiffre, et parmi eux, plus de 30 000 enfants. Pour la Fondation Abbé Pierre, le nombre de sans-abri a explosé de 50% en 10 ans. Face à cela et pour ce premier épisode, c'était évident, il fallait en parler. J'ai décidé de rencontrer ceux qui essayent de rendre le quotidien des sans-abri un peu moins triste. Alors j'ai décroché mon téléphone, j'ai pris contact avec l'unité toulousaine de la Croix-Rouge et j'ai dégainé mon micro. Dans cet épisode très enrichissant, vous découvrirez le portrait de Stéphane Blandin-Forêt, le responsable Croix-Rouge des maraudes à Toulouse. Chaque semaine, il offre de son temps aux autres, à ceux qui n'ont rien, alors qu'il a presque tout. Nous partirons ensuite avec Laurent et son équipe pour marauder, comme on dit, pendant plus de 4 heures. Vous entendrez le témoignage de Radja, une étudiante très touchante, et celui de Jean-Luc, un retraité qui, faute de toit, dort non loin de la Garonne. Alors en route pour ce premier épisode, on prend tout de suite la direction de l'unité de la Croix-Rouge pour rencontrer Stéphane. C'est notre rencontre du jour. Bonjour Stéphane Blandin-Forêt. Bonjour. Vous êtes responsable d'activité des maraudes de la Croix-Rouge à Toulouse. Tout d'abord, je vais juste vous poser une question très simple. Pourquoi est-ce que vous êtes engagé dans le SAMU social ? Alors la raison de mon engagement dans le SAMU social, c'est que la Croix-Rouge aujourd'hui propose un panel d'activités relativement large, qui est segmenté principalement en 2 activités qui sont l'urgence et le secourisme et l'action sociale. Donc aujourd'hui, j'ai donc la responsabilité du SAMU social des maraudes au niveau de Toulouse, mais je suis aussi formateur dans différents domaines, puisque la Croix-Rouge aujourd'hui a un parcours de formation très étoffé pour tous les bénévoles qui veulent agir urgence ou action sociale. Donc l'action sociale m'a permis entre autres de pouvoir aussi être formateur, et puis c'est un domaine dans lequel on est au contact quotidien de personnes à la rue, de bénéficiaires, d'impliqués, de pris en charge en fonction des occasions qui se présentent. Et puis c'est aussi l'opportunité pour moi de découvrir la ville de façon différente ou d'agir vers les personnes que je côtoie au travers de mon parcours personnel ou professionnel. Ça permet d'agir vraiment sur les personnes qu'on rencontre au quotidien. Donc si je devais vous demander votre quotidien, que ce soit à la Croix-Rouge et en dehors, vous me répondrez Alors je vais répondre professionnellement, je suis directeur de projet en général dans l'aéronautique ou dans la finance. Je suis le papa de 4 enfants, le père d'une famille recomposée de 4 enfants. Donc mon quotidien, il ressemble à celui de beaucoup de personnes, si ce n'est que la Croix-Rouge vient émailler les différents temps personnels qu'on pourra avoir sur une pause, sur le déjeuner, en rentrant le soir, etc.
sachant que j'ai la chance d'avoir une femme qui est aussi à la Croix-Rouge. Elle est dans l'équipe cadre aujourd'hui, elle est référente aussi, chef d'équipe maraude, formatrice, elle a à peu près le même cursus que moi. Et j'ai des enfants qui, même en étant au plus jeune, c'est-à-dire la plus jeune à 6 ans aujourd'hui, ceux de 10 et 13 ans sont déjà actifs à la Croix-Rouge. Ah oui, ils sont déjà intéressés. Simulent les victimes, préparent des repas dans le cadre de l'action sociale. Donc j'ai une famille qui comprend parfaitement mon rôle à la Croix-Rouge. C'est une vraie valeur. Et que depuis que je l'ai découvert et que je l'ai fait découvrir à ma famille, c'est quelque chose, c'est devenu une activité familiale, mais au bon sens du terme. Oui. Responsable d'activité des maraudes, en quoi ça correspond concrètement? Mon rôle à moi, je le définis comme donner les moyens aux équipes de marauder. Mon rôle à moi, c'est de leur donner les moyens et de faire en sorte que le temps qu'ils consacrent à la Croix-Rouge soit consacré à la rencontre des bénéficiaires, à l'aide des bénéficiaires, des personnes à la rue. Et combien de personnes composent le pôle de maraude aujourd'hui à Toulouse? Alors aujourd'hui, il y a 115 personnes, 115 bénévoles à la maraude. Et sachant que dans ces 115 bénévoles, il y en a à peu près une dizaine qui se concentrent sur les moyens logistiques, les moyens d'encadrement, les moyens de formation, etc. Avec une équipe cadre qui est composée de 6 personnes. Oui. La Croix-Rouge en général, quelle que soit sa structure ou quel que soit son niveau de structure, est extrêmement hiérarchisé et structuré. D'accord. C'est quand même aujourd'hui 19 000 salariés, 59 000 bénévoles, et je pense que les chiffres vont monter cette année. Parce que c'est vrai que j'ai regardé sur le site tout à l'heure, c'était pas... On doit être à 63 aujourd'hui, voire 67, on attend la dernière campagne. D'accord. Et donc aujourd'hui, combien de maraudes par semaine, par mois à Toulouse? Comment ça s'organise? Plus l'hiver que l'été, toute l'année? Alors on maraude toute l'année de façon uniforme. On est aujourd'hui à 4 maraudes par semaine. Donc Toulouse, ça va être le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi. On maraude en moyenne 4 heures par soirée. On a 1 heure de préparation, 1 heure de fin de maraude qui est consacrée au débrief, au nettoyage des matériels, des véhicules, etc. Et donc on maraude réellement sur le terrain entre 19h45 et 23h45. Une équipe par soir? Une équipe par soir composée de 6 personnes. Véhiculées avec un minibus. Pourquoi le minibus? Alors déjà parce qu'on est 6 et que donc on dépasse la capacité naturelle d'un véhicule léger. Et puis aussi parce qu'il nous arrive de faire du transport sur demande du 115. Donc dans ces 6 personnes, encore une fois, c'est extrêmement structuré. Il y a un chef d'équipe, un chauffeur et des maraudeurs ou participants en fonction de si on a des personnes qui veulent découvrir la maraude. Ça peut être le cas de journalistes, ça peut être le cas de membres de la famille, de bénévoles, de services civiques, puisqu'on a énormément de services civiques chez nous qui apportent leur aide à différentes activités. Et donc on est 6, et avec ces 6-là, on peut se permettre aujourd'hui de transporter entre 1 et 3 personnes. On a une situation d'action sociale très développée par la mairie, beaucoup de personnel qualifié qui sont là pour répondre aux besoins des gens qui sont à la rue ou simplement dans une situation de précarité. Et puis Toulouse a ce site particulier qu'elle est une plateforme, que ce soit en été ou en hiver, des différentes personnes qui se déplacent en France ou qui viennent de pays européens, type Portugal, Espagne. C'est vrai que pour passer en Europe du Nord, et pour la majorité qui veulent aller notamment en Angleterre, Toulouse est une plateforme centrale. Et donc, quand les gens arrivent à Barcelone par différents moyens, etc., quand ils prennent le train, parce que c'est souvent le moyen qu'ils choisissent, ils arrivent à Toulouse. Donc on a une population dite de sédentaires, c'est-à-dire de gens qui sont sans abri, mais à Toulouse et qui y restent. Et puis on a énormément de personnes qui passent, ce qui fait qu'on peut en été, par exemple, voir la population de personnes à la rue tripler. On a une population qui est très mouvante entre les périodes où on va avoir l'ensemble des sédentaires qui restent sur Toulouse, mais qui n'ont pas de solution temporaire de logement, type centre d'hébergement d'urgence, nuitée d'hôtel, etc. Et puis la période d'hiver où on va avoir moins de personnes à la rue parce que la ville de Toulouse ouvre énormément de places en hiver. Si mes souvenirs sont bons, on doit être aujourd'hui, en dehors des associations qui hébergent elles aussi, on doit être à 3 gymnases ouverts, ce qui est relativement important. Je m'en aperçois venant de la région parisienne avec des moyens qui sont différents. La ville de Toulouse met quand même beaucoup de moyens en face. Et puis certaines associations hébergent elles aussi de leur côté au travers de structures réservées aux femmes, réservées aux personnes avec des différences d'orientation, des différences qui seraient difficiles à accepter dans d'autres cas, type transgenre, etc., où il faut trouver des environnements qui leur sont pratiques et surtout accessibles.
Et donc la mairie de Toulouse met à disposition, ce qui fait qu'en hiver, étonnamment, on va rencontrer moins de monde parce qu'ils sont dans des centres d'hébergement d'urgence. Si on prend un exemple, juste à côté de là où nous sommes, donc à Junot, on a un centre d'hébergement d'urgence, mais social. La différence entre le centre d'hébergement qui va être ouvert qu'en été ou qu'en hiver, qui est monté en fonction des difficultés climatiques, le centre d'hébergement d'urgence sociale de la Croix-Rouge à Toulouse est un établissement donc géré par des salariés et qui fonctionne toute l'année. C'est-à-dire qu'à l'issue de la campagne de l'hiver 2018, la Croix-Rouge a fait le choix de ne pas fermer son établissement pour ne pas avoir à remettre 135 personnes à la rue. Donc elle a fait le choix. Il y a 135 personnes hébergées aujourd'hui. Qui vivent à l'année. Qui vivent à l'année ou un certain nombre de personnes qui passent, qui ont il y a 135 places. Voilà. C'est ça. Plus que l'hébergement d'urgence. Ouais. Et donc aujourd'hui, cette équipe fait en sorte que ces 135 personnes-là aient un repas le soir, un petit déjeuner le matin, puissent prendre une douche, puissent vivre dans un environnement sain, fermé et chauffé. Et donc on a une population, on peut rencontrer que 30 personnes lors d'une soirée, et certaines de ces personnes-là, une partie en tout cas, va avoir fait le choix de ne pas aller dans les centres d'hébergement d'urgence, ou parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience, ou parce qu'ils ne connaissent pas, ou parce qu'ils peuvent craindre que dans ces centres d'hébergement d'urgence, on puisse les identifier, qu'on puisse ne pas éventuellement les garder. Donc en hiver, en ce moment, on est entre 30 et 35 personnes rencontrées par soirée. Mais de l'autre côté, ça peut fluctuer en fonction des familles qui arrivent, le temps qu'elles soient prises en charge, etc. Chacune a un cas bien particulier. On va avoir des femmes seules avec enfants, on va avoir des familles avec enfants, on va avoir des familles recomposées, on va avoir des groupes entiers qui vont arriver, des mineurs isolés. Donc c'est vrai que toutes ces particularités-là font qu'on oscille entre 30 et 35 en hiver, alors qu'on peut monter en été à plus de 120 personnes. Certaines font le choix de rester à la rue, certaines ne peuvent pas rejoindre des établissements d'urgence parce qu'elles peuvent en avoir été chassées pour un mauvais comportement. Elles peuvent ne pas vouloir y rester parce qu'à un moment donné, ça s'est mal passé, ou entre plusieurs bénéficiaires, ça s'est mal passé. Il y a vraiment des cas de figure très disparates, ce qui fait que la maraude va à la rencontre de ces personnes-là pour leur apporter, pour créer un lien social, pour le maintenir, pour les orienter, sachant que l'avantage des maraudes Croix-Rouge aujourd'hui, c'est qu'on couvre les différents domaines d'action sociale. C'est-à-dire que quand on est à la rue, on va chercher d'abord pour s'héberger. Pour ça, on a des établissements type CHUS, Croix-Rouge. On va vouloir avoir une hygiène corporelle la meilleure possible. Pour ça, on a une activité chez nous qui s'appelle l'accueil santé sociale et hygiène, qui est à l'hôpital Belgrave, qui permet de prendre une douche, qui permet d'être orienté, qui permet de voir un médecin ou une infirmière. Derrière, on va vouloir avoir une orientation. On a un module accueil-écoute qui est rue Raymond IV, qui va permettre là aussi d'avoir un petit café, d'aider pour son dossier, etc. Il faut une adresse pour faire des papiers, etc. La Croix-Rouge propose un service de domiciliation postale qui est au Grand Ramier. Aujourd'hui, il y a quand même 4500 personnes inscrites en domiciliation postale. Ça veut dire que 4500 personnes ont besoin d'une adresse fixe pour effectuer leurs démarches administratives ou simplement recevoir du courrier ou des nouvelles de leur famille. On a besoin de se vêtir. Pour ça, il y a une vestiboutique, il y a un vestiaire. On a besoin de manger. Et pour ça, on a des épiceries sociales, jusqu'à certaines épiceries sociales qui sont très ciblées vers des populations qui n'iraient pas forcément vers d'autres structures si elles étaient en dehors de leur environnement. On va parler par exemple de l'épicerie sociale de Jaurès, qui est principalement orientée vers les étudiants de Jaurès, qui leur permet d'aller faire des courses, de prendre 10 produits pour 1 €. Et donc ça leur permet de se nourrir, et ce n'est pas des produits imposés, ils vont vraiment faire leurs courses dans les rayons. Et orientés par une assistante sociale, ils viennent y faire leurs courses normalement, sans déconsidération, ou ils viennent simplement chercher 10 produits de leur choix. Si aujourd'hui je vous demandais votre plus grande fierté à la Croix-Rouge, est-ce qu'il y a un moment qui vous revient Alors la plus grande fierté, il y en a beaucoup. Honnêtement, ne serait-ce que le fait de voir des équipes marauder, de voir des gens venir à la maraude d'environnements très très différents. Et quand je dis différents, c'est très très opposé. On va avoir des cadres supérieurs, des étudiants, des personnes sans emploi, des retraités, jeunes, vieux, de tous les genres, de toutes les orientations. Enfin, on a vraiment on a la mixité sociale dans la peau, c'est le cas de le dire. La plus grande fierté, c'est de savoir
notamment au travers d'interviews, on l'a vu il n'y a pas longtemps avec Via Occitanie, etc., quand les bénéficiaires parlent de la Croix-Rouge. Disant qu'aujourd'hui, oui, c'est nous qui sommes un lien, enfin, de la Croix-Rouge ou de la Maraude en général, mais en tout cas les gens qu'on va voir qui sont des gens qu'on côtoie très souvent, la façon dont ils parlent de la Croix-Rouge, je pense que c'est la plus grande des fiertés qu'on puisse avoir parce que on n'a pas la réponse à toutes les problématiques qu'on rencontre. On est amené des fois à laisser des gens dehors dans des conditions difficiles, etc. parce que l'hébergement a atteint son pic maximum. C'est extrêmement compliqué. Mais on va avoir des cas très isolés. On a une maraude où une personne s'est présentée à nous en disant qu'elle ne voyait plus d'intérêt à continuer à vivre et qu'elle souhaitait qu'on remette ses affaires à sa famille. Les gens qui ont agi dans cette maraude, et on ne forme pas à ce genre de situation, enfin on ne peut pas envisager tous les cas de figure, sont intervenus et on a appris que 3 ou 4 jours plus tard que la personne avait rejoint un établissement Croix-Rouge d'hébergement et souhaitait à nouveau développer un projet de vie, etc. Donc on est passé d'une situation très extrême avec une fin immédiate à une situation d'espoir. La vraie réussite de la maraude, c'est quand on va rencontrer des personnes et qu'au bout d'un moment, on n'a plus à les rencontrer parce qu'elles vont vers des structures, elles retournent dans un cycle d'aide sociale, pas d'assistanat, mais d'aide sociale. On n'a pas vocation à assister les gens. On les aide, on les redirige vers les bonnes structures qui les prennent en charge et qui vont leur redonner à nouveau le droit aux aides, qui vont les orienter, qui vont les héberger, qui vont de manière à ce qu'elles reviennent dans ce circuit duquel elles sont sorties. Comment ceux qui nous écoutent peuvent agir aujourd'hui à la Croix-Rouge ou ailleurs pour le sans-abrisme? Peut-être que quelqu'un a eu envie de devenir bénévole. Comment on fait? Alors aujourd'hui, je parle pour la situation de Toulouse. C'est relativement particulier parce qu'on est quand même une UL qui fait pas loin de 700 personnes. Donc on a un système d'entrée dans la Croix-Rouge qui est très structuré. Aujourd'hui, il suffit d'aller sur le site web donc, de la Croix-Rouge de Toulouse ou sur le groupe Facebook. Enfin, il y a quantité de moyens de nous contacter. Et la façon d'entrer chez nous, elle est toujours très simple. On va avoir une réunion de présentation générale de la Croix-Rouge. On n'a pas besoin de formation, non. Pas besoin... Est-ce que c'est ce qu'on vient chercher à la Croix-Rouge? Est-ce qu'on n'est pas plutôt au travers si c'est trop structuré pour nous, si on est trop nombreux, si on veut agir plus directement? Donc on vient avoir cette présentation générale, on choisit son activité, vers quoi on veut s'orienter, la vestiboutique, la domiciliation, la maraude, le secours, l'urgence, etc. Et derrière, le responsable d'activité fait une présentation beaucoup plus précise et propose une découverte de cette activité. Une question que je pose toujours à la fin de mes interviews, s'il y avait une seule personne qui vous écoutait, ce serait qui? Et vous me diriez quoi? Une seule personne? Une seule personne. C'est une très bonne question. Je pense que je choisirais Big Flo et Oli. Parce que au travers de leur actualité, on suit et on a vu leur parcours. Et c'est l'exacte preuve que lorsqu'on est aidé par une association, en l'occurrence c'était le Secours Populaire, ils le disent, ils l'ont expliqué, ils en ont même fait des chansons, lorsqu'on est aidé, on peut après aider soi-même. Il ne faut pas partir du principe qu'on s'enferme dans un assistanat et que le fait d'être aidé est honteux. On peut parfaitement être aidé juste pour revenir au même niveau que les autres, avoir à nouveau les mêmes chances et devenir quelqu'un qui peut aider par la suite. On en a chez nous aujourd'hui d'autres personnes, d'autres personnalités qui nous aident, mais je pense que c'est la meilleure preuve que le fait d'être aidé, il ne faut pas hésiter à aller vers les associations, c'est pas honteux et souvent ça permet de se sortir d'une situation et de retrouver une vie normale. Effectivement, ce n'est pas honteux de se tourner vers des associations qui peuvent nous aider lorsque l'on est dans le besoin. La Croix-Rouge n'est pas la seule aujourd'hui à lutter contre le sans-abrisme, mais par son expérience, son développement à l'international ou son nombre croissant de membres chaque année, c'est l'une des associations les plus actives sur le terrain. Chaque mardi, jeudi, vendredi et samedi, comme vous l'avez entendu, c'est une équipe de 6 bénévoles qui part à la rencontre de ceux qui dorment dehors. La maraude de la Croix-Rouge, c'est notre angle de rue du jour. Lors de notre reportage, nous étions vendredi, la nuit était déjà tombée. Les bénévoles se retrouvent alors vers 19h à l'unité locale. Le départ est prévu à la demi, après avoir chargé le véhicule qui nous transportera toute la soirée. Amélie, Raja, Andrea, Eugénia, Adrien et Laurent sont les 6 bénévoles du soir. Avant le départ, c'est l'occasion de faire les présentations pour ceux qui ne se connaissent pas et de rappeler les règles de sécurité de la soirée. Pour la première fois, Laurent, fort de plus de 60 maraudes, est le chef d'équipe. C'est la 3e maraude de la semaine pour ce cadre financier du CNRS de Toulouse. Alors en route avec Adrien, le conducteur pour la soirée et les autres bénévoles, en direction du centre-ville. 15, bonsoir, c'est Laurent, la maraude de Croix-Rouge.
Alors pour l'instant on a 2 duvets, des couvertures, on va aller voir si on a des invendus, mais a priori on devrait en avoir. C'est un rituel pour le chef d'équipe. À chaque début de maraude, il faut appeler le 115, le centre qui reçoit les appels des personnes dans le besoin. La Croix-Rouge aura reçu 4 appels ce soir et elle ira tous les voir. Oui Luc, ouais. Il est où? Il est impasse. D'accord. Ok. Vous avez vu, je devine même l'adresse. Ouais, on est passé le voir hier soir. Ok. Donc il est sur place et on passera le voir. Ok. Non mais on le connaît, là on sait où c'est. Après bus 14 allée. Ok, donc pas de numéro de téléphone, pas de nom. Ok. Et l'appel est de quelle heure? Oh ouais, d'accord. Ok. Donc premier signalement c'est Luc. Luc, on est passé le voir hier soir, c'est un signalement de Raja qui le connaissait de la SSH. Donc hier soir on est allé le voir, il était super content de nous voir parce qu'il est un peu dans un endroit isolé. Le long de la rocade, donc ce soir il a appelé le 115, on passera le voir tout à l'heure. Il n'a pas de portable, mais bon on sait où il est, donc il n'y a pas de souci. Deuxième signalement, donc ça c'est un signalement anonyme du SAMU de 18h30 pour quelqu'un qui serait à l'abribus au niveau du... Donc on va aller voir. La difficulté c'est quand on n'a pas de téléphone et que c'est un signalement extérieur, des fois quand on arrive sur place la personne n'est plus là, mais on fera quand même le voyage jusqu'au... Le troisième, c'est Laurence et Christophe qui sont donc pour de la nourriture. Et là, on a un portable, donc on va pouvoir les appeler avant d'y aller. Voilà, les 3 signalements, grosso modo, de la nourriture ce soir, hein, pour commencer. Premier arrêt pour la maraude où 7 personnes se présenteront spontanément. Soupe, nouilles chinoises, baguettes de pain, café, thé. La Croix-Rouge a un petit stock de nourriture pour chaque soirée, mais les moyens n'étant pas illimités, il faut parfois choisir ou arbitrer. Ce qui m'a marqué, c'est la rencontre d'une femme qui était dans une certaine détresse menstruelle. Car oui, parfois, il faut choisir entre se nourrir ou acheter des protections hygiéniques. La Croix-Rouge dispose de quelques kits afin de pallier ce manque. Durant la soirée, plus de 30 personnes seront ainsi aidées par la Croix-Rouge en 4 heures. Nous avons rencontré Luc, Titi, Piotr, Tony, mais aussi Jean-Luc. Passionné de sport, ce retraité vit depuis 2 ans maintenant près de la Garonne. C'est au bord d'une route que nous l'avons rencontré. Il connaît tous les matchs de foot et de rugby par cœur. Et son rêve, c'est de quitter Toulouse pour les Landes. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit déjà? Dijon-Bordeaux. Dijon-Marseille. Il y en a que. Il y a qu'un match ce soir. Dijon-Marseille. Alors, Dijon-OM, aujourd'hui 20h45. C'est un quart d'heure. Ouais, ça commence dans un quart d'heure. Ligue 2, Clermont, Valenciennes. Alors, c'est à 20h. Clermont, Valenciennes. Alors, 0 pour Clermont, 1 pour Valenciennes. Ah putain, alors. Un but de Romil à la 20e minute. Ça va pas? Pro des 2. Ouais. Bayonne à Carcassonne. Ah, match du sud là. Là c'est rugby. Bayonne Carcassonne, Pro des 2. C'est quoi qui gagne Bayonne? Bonsoir monsieur. Ah, Je veux le café. il y a le café? Oui, c'est le café, le reste arrive tout de suite là. Parfait. Oh là, Bayonne 12, Carcassonne 3. Eh bien, 31e minute. 12 à 3. Pardon? Quelle minute? 31e. Ça fait limite là. ouais. Ils vont gagner Bayonne. 2 essais pour Bayonne, une transformation. Non, mais ils vont gagner. Ils sont pas bons, Il faut Carcassonne. qu'ils gagnent. Ah, Et tout. Carcassonne. Le reste. Attends, vas-y, le reste. Allez, un peu. Ah, tu veux le reste de la Pro D2? Attends, Vannes, Nevers. Oh putain. Mais vous connaissez tout. Vannes va gagner. On va voir. Attends. Vous connaissez tous les Il faut matchs. qu'ils gagnent. 32 à 6. Oh, c'est pas mal. Nevers, c'est Nevers, hein? C'est à Nevers. Hein? Nevers 32, Vannes 6. Ah mais non, qu'est-ce que c'est? Attends. Mais non, c'est pas bon. 21-12.
le truc. Il me dit 21 décembre. Ah oui, c'était un petit Non, bout c'est de pas temps. ça. Bon, c'est bon, c'est bon. Je te fais des, Ah, je te c'est fais bon. des fausses Il va y infos. avoir Carcassonne, ça. Je te fais des fake news ce soir. Ah, c'est bon. Après, je vais me faire rejeter la prochaine fois que je viens si je donne des faux résultats. Bayonne, aquí. Non, non, mais c'est bien, c'est bon. C'est bon? Ah, voilà. La soupe. Les Tac. nouilles. C'est pas encore très prêt, je crois. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, alors monsieur nous accompagne, il est un peu journaliste. Qui? Un peu À mes heures moi. Journaliste? Ben j'essaye. Depuis peu en tout cas. Et voyons voir, qu'est-ce qu'il faut comme diplôme pour être journaliste? Mais soit on a fait une école par exemple. Ah, il y a une école pour ça? Oui, il y en a Ah, une. Alors il y a des écoles qui sont reconnues par la profession et des écoles qui sont pas reconnues par la profession. Donc soit on fait une école qui est reconnue avec un concours, faire un concours à Bac plus 3, soit après on se lance comme on peut. Ouais, mais Mais c'est pas un diplôme d'État. Ouais, oui, forcément. Il te faut le bac et après tu dis Ouais. pire que là-dessus. Ah ouais. Mais on n'est pas obligé d'avoir un diplôme pour être journaliste. C'est pas comme infirmier ou Ouais. médecin, c'est un peu... Et il y en a beaucoup d'écoles de journalistes ici à Toulouse? À Toulouse, il y en a une reconnue Ah ben, et il y en a deux qui sont pas reconnues, je crois. donc il faut que tu ailles à celle qui est reconnue. Quoi. Il nous demandait depuis combien de temps tu étais là, je me souviens plus exactement. Voilà, maintenant ça va faire 2 ans. 2 ans. Ouais. Et vous êtes à la retraite, il m'a dit. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait avant? J'attends ma retraite suisse. Là. Et dès que j'ai ma retraite suisse, je m'en vais de Toulouse. Ah bon? Ah oui. Vous voulez aller où? Vous savez ou vous savez pas? Dans les Landes, Dans les Landes. Où ça, dans les Landes? à Mont-de-Marsan. Ah ouais. Carrément, à Mont-de-Marsan. Voilà. Regarde voir le ski, descente. Descente du combiné et slalom du combiné. Oh putain. Mais je sais pas si c'est les... Ah, ça va être des femmes, vas-y. Au championnat du monde de ski. Perrine Lafont, je sais pas ce qu'elle a fait. Il y avait la descente et le slalom. Départ de la descente retardé, Ah. prévu initialement 11h, retardé d'une demi-heure. Ça va. Cyclisme. Cyclisme, étoile de Bessèges. Pocard, il a gagné la première étape. La porte prend le meilleur sur Venturini. Ah, la porte, c'est Copilly. Ouais, c'est bien. Et alors, le classement? Il n'y a pas le classement général? Attends, je regarde. Nanana. Pocard, il a gagné la première. Bon, les nouvelles de la médiathèque. C'est calme. Comme d'habitude, ouais. Tu vois, quand il y a du soleil, il y a moins de monde. Ah ouais? Ouais. Avant de repartir, j'avais envie de poser quelques questions à un bénévole. Raja est l'égérie ce soir de notre dernière partie, intitulée Le Dernier Numéro. Je m'appelle Raja, j'ai 28 ans, je suis étudiante au premier animateur Maghreb, la D'accord. civilisation du Maghreb. Je suis bénévole et ancien service civique à la Croix-Rouge, D'accord. Ça fait combien de temps que tu es à la Croix-Rouge maintenant? à peu près 8 mois, 8 mois. Et ton service civique, ça a duré combien de temps? 7 mois. Et tu as fait quoi durant tout ce temps? Alors ma mission est divisée en deux. J'étais en ASSH, accueil social et hygiène. Alors là-bas, les bénéficiaires, c'est les personnes en précarité qui viennent pour pouvoir se laver. Ils ont aussi accès aux soins médicaux. On a une équipe médicale. Et après, voilà, pour leur donner un café, un thé, et surtout leur parler. Quoi. Discuter. Ouais, voilà. Et donc, depuis que tu as arrêté ton service civique, t'es quand même resté Ouais. à la Croix-Rouge. Bah, j'ai arrêté un juillet et j'ai commencé le bénévolat le mardi. Juste après, ouais. Ouais, j'ai fait ma première marron en tant que bénévole et la marron de Noël. Le mardi 25 décembre. 2018 là. Oui. Ah oui. Et du coup, tu en fais combien maintenant des maraudes? De temps en temps? Bah là, je suis à une par semaine. Une par semaine? Après, C'est tous les vendredis ou non, peu ça importe? dépend, ouais. Après, vu que je cours tous les matins, T'as cours tous les matins? du coup, le vendredi soir, ça me permet le samedi matin de dormir, quoi.
En fait, le bénévolat, c'est vraiment pour garder le lien que j'ai pu avoir avec les bénéficiaires pendant mon service civique. J'ai eu la chance de vraiment avoir un lien très fort avec eux. D'accord. Et c'est pour ça que je voulais vraiment le garder. Et continuer. Voilà, continuer. Après, c'est surtout au niveau personnel, le fait de se sentir utile, de donner un peu aux autres, ça fait toujours du bien. C'est vrai qu'avec mes études, c'est quand même en master, j'ai un mémoire à faire, c'est pas toujours évident, mais j'essaye de faire le maximum, enfin au moins 1 ou 2 fois par semaine. C'est pas mal déjà. J'ai regardé sur le site du service civique, il y avait la mission de la Croix-Rouge qui a été proposée. Et voilà, j'ai postulé, on m'a appelé le lendemain. Et c'était bon. Et c'est là où j'ai découvert le monde de la Croix-Rouge. Ah oui, il y a beaucoup de valeurs. Après, il y a les valeurs qui sont écrites sur papier, que tout le monde connaît, mais il y a surtout les valeurs qu'on acquis. Je peux dire pour moi personnellement, c'est surtout le fait de me sentir utile, apprendre surtout qu'à mon âge, au niveau professionnel et tout, que je dois vraiment me battre pour ne pas me retrouver dans la même situation, que ça peut arriver à n'importe qui. Et voilà, c'est ça. Après, il y a aussi le côté humain, surtout avec les personnes de la rue, qu'en général, on ne regarde même pas quand on passe à côté d'eux, alors que là, on apprend quand même que les personnes comme nous, c'est juste qu'on n'a pas eu les mêmes chances que la vie. Les personnes, ils me reconnaissent. Alors que je travaille avec plusieurs bénévoles, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui les ai vraiment marqué et tout. Ça m'arrive de sortir sans l'emblème Croix-Rouge, de passer à côté d'eux, ils sont complètement bourrés, pétés, et ils me reconnaissent. Et là, tu dis quand même, j'ai marqué la vie de quelqu'un. C'est un peu comme quand tu croises un ami, tu croises une personne dans un bar, vous parlez et tout, il y a un lien entre vous. Et voilà, j'aimerais bien continuer à connaître la personne, j'aimerais bien garder le contact avec elle. Alors, un moment qui m'a beaucoup marqué, c'est que quand j'étais à la SSH, ils nous ont appris que mon contrat de service civique est fini. Il y en a qui ont pleuré. Voilà. Il y en a qui ont carrément pleuré. Il y a un mec qui m'a dit non, s'il te plaît, reviens, reste avec nous et tout. Il était en larmes. Et là, j'ai complètement craqué, alors que c'est quand même quelqu'un qui. J'arrive pas à pleurer facilement. Il y a des moments où tu craques, il y a des moments où c'est difficile, on ne sait pas en journée, mais la majorité c'est vraiment super. Et ça m'arrive des nuits où je ne dors pas, où je suis malade, où je passe une mauvaise nuit, et le matin je me dis franchement je vais y aller, ça va être dur, mais dès que j'arrive, je les vois avec le grand sourire et tout, j'oublie tout ça. C'est à plus de minuit passé que la maraude s'est terminée. Épuisé, je ressors grandi, tant professionnellement que personnellement. J'ai été touché, ému parfois, tant par des bénéficiaires combatifs que des bénévoles généreux et humains. J'ai rencontré des gens de tous horizons, de toutes classes. Il n'y avait ce soir aucun jugement entre les personnes. Radja a très bien illustré la situation. Dans la vie, on n'a pas tous les mêmes chances. Tout peut basculer du jour au lendemain, passer du meilleur au pire. Le but de la Croix-Rouge et tous les bénévoles, c'est d'aider les gens à repasser du pire au meilleur. Alors merci à tous ceux qui ont participé à ce premier épisode. Merci à la Croix-Rouge de m'avoir permis de réaliser cette magnifique expérience. Merci de m'avoir fait grandir, sans le savoir, le temps d'une soirée. Et cela me servira probablement pour toute ma vie.